Je te laisse imaginer, nous sommes au Japon, plus précisément au sanctuaire Asakusa à Tokyo. Le vent fait résonner les carillons, pendant que notre protagoniste admire les œuvres d'art qui sont présentes. Il ne sait pas qu'il s'apprête à faire une rencontre qui va révolutionner le tatouage japonais. Kazuo Oguri est né en 1933. Il est originaire de Gifu, une ville dans le centre du Japon qui est plutôt occupée par des artisans. Oguri a envie de devenir Orishi, à savoir un maître tatoueur japonais. Il va donc suivre un apprentissage très rude pendant 5 ans. Habitant chez son sensei, il ne va pas toucher d'aiguille les 2 premières années. En tant qu'apprenti, tu dois d'abord t'occuper des tâches ingrates, l'entretien de l'extérieur ou bien le nettoyage de la maison. Et quand ton maître commence à tatouer, tu t'assois à côté de lui en silence et tu observes. Bien sûr qu'il ne va te donner aucun conseil oral. Cette technique, tu dois la voler, mais la voler uniquement avec ton regard. Au bout de 2 ans, tu peux commencer petit à petit à manipuler les aiguilles. Dans un premier temps, pour préparer le matériel pour les séances réservées par les clients. Et puis comme il n'y a pas de substitut à la peau humaine, tu vas commencer à pratiquer. D'abord sur tes jambes, puis celles de ton maître, mais toujours sans encre. Ta 4e et ta 5e année, il va falloir que tu trouves tes premiers clients. C'est comme ça que tu vas commencer à gagner de l'argent. Mais cet argent, tu vas le donner à ton sensei, afin de rembourser tout ce que tu as pu lui coûter en nourriture ou bien en matériel tout le long de ton apprentissage. Les clients sont majoritairement des artisans, des pompiers ou des ouvriers du bâtiment. Bien sûr, il y a quelques yakuza. À cette époque, au Japon, le tatouage est toujours clandestin, mais un événement va venir tout bouleverser. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Américains se sont installés au Japon. Leur influence va notamment permettre en 1948 de supprimer la loi qui interdit le tatouage. Elle fut créée après l'arrêt du tatouage punitif appelé Irizumi en 1870. Ce texte a été mis en place pour donner une meilleure image de l'archipel qui était en train de s'ouvrir sur le monde. Si tu veux tout connaître de l'histoire du tatouage au Japon, je te renvoie vers cette vidéo. Mais l'influence des Américains ne s'arrête pas là. Un artiste qui possède une machine électrique jusqu'alors inconnue au Japon va rencontrer Origoro I, un artiste japonais qui, de par son observation, va créer de ses propres mains un modèle répliquant le dermographe. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, on réalise l'acte de tatouage avec la technique Tebori. La découverte de la machine électrique est donc une première révolution. Mais si tu le veux bien, on va retourner à ce fameux jour au sanctuaire Asakusa. Kazuo Oguri est devenu un Orishi respecté. Cela se traduit même par son nouveau nom. Il se fait maintenant appeler Ori-hide. Ori fait souvent référence à la sculpture, à la gravure ou à l'art du tatouage traditionnel. Hide veut tout simplement dire talentueux. Donc Ori-hide, c'est le tatoueur talentueux. Alors qu'il se promène dans les allées du temple, il croise 3 soldats américains, leurs bras sont ornés de motifs. Mais ce qui marque le plus Ori-hide, c'est pas la différence de style graphique. Malgré que ce tatouage était vraiment inhabituel par rapport à ce qu'on voyait au Japon, il ressemblait plus à des patchs à coudre, une tête de Mickey Mouse, le blason d'un groupe armé de GI, ou encore une pierre tombale avec une épitaphe pour marquer un souvenir. Non, ce qui marque le plus Ori-hide, c'est que ces tatouages sont pleins de couleurs. Des couleurs incroyables que notre Orishi désirait vraiment. Le tatouage japonais ne se pratiquait qu'avec le sumi pour le noir et le pigment vermillon pour le rouge. Le vermillon pose pas mal de problèmes. Même en le faisant bouillir, en le traitant et en retirant le mercure, il continue de donner de grosses fièvres aux clients, 2 voire 3 jours après la séance. Maintenant, imagine juste que la vie soit bien faite. Que ces GI américains reviennent tout juste d'une permission d'une semaine à Hawaï. Que là-bas, sur le port, ils aient trouvé un artiste tatoueur très talentueux et qu'ils aient par hasard gardé sa carte de visite. Et que devant l'enthousiasme de Ori-hide, ils décident de lui donner. Tiens, c'est un cadeau. Dans mon histoire, le hasard n'existe pas. Afin de trouver rapidement du boulot, le jeune Kazuo Oguri ment sur son âge. Il va devenir le chauffeur privé d'un général de la marine. Et c'est comme ça que de ses 17 à 19 ans, il apprend les bases de l'anglais. Cela va lui permettre d'entretenir une relation épistolaire pendant 4 ans avec le tatoueur américain. Il peut lui expliquer la situation du tatouage au Japon et notamment le fait qu'il n'y ait pas de couleur. Et comme il n'y a toujours pas de hasard, l'artiste américain a très envie d'apprendre les estampes japonaises. Ori-hide, montré donc dans un vieil avion à hélice, ferait un vol de plus de 10 heures pour enfin rencontrer son correspondant. Mais bon, ici on est dans la vraie vie, et on sait tous que ça ne se passe jamais comme ça. À moins que Ori-hide arrive à Hawaï et il est accueilli par le tatoueur américain qui n'est personne d'autre que Sailor Jerry. Les 2 hommes vont s'apprendre mutuellement leur savoir.
Sailor Jerry va montrer à son confrère comment ancrer des couleurs. Il va aussi lui enseigner le maniement d'un dermographe électrique. Orihide, de son côté, va lui expliquer les compositions d'une estampe japonaise, ainsi que les symboliques qui se cachent derrière. Elles ne sont jamais laissées au hasard au pays du soleil levant. C'est comme ça qu'on a pu retrouver des influences asiatiques dans les flashs de Sailor Jerry. Et c'est d'ailleurs en partie ce qui va le démarquer des autres artistes. En cadeau, et pour le remercier de cet échange, l'Américain va lui donner une machine électrique, mais surtout un pack d'encre de couleur. Orihide retourne au Japon, et c'est ici que la vraie révolution se passe. Tous les Orishi découvrent les couleurs et sont tout simplement sidérés. Jusque-là, si le motif était un chrysanthème ou une pivoine, il n'y avait que du rouge pour les fleurs et du noir pour les feuilles. Tout à coup, on pouvait y apposer des nuances de vert, de jaune, et c'était vraiment considéré comme incroyable. Orihide partagera ses connaissances que lui a données Sailor Jerry. Il expliquera notamment la technique pour mélanger les encres ou comment ancrer ces dernières. Il donnera aussi des noms de fournisseurs américains où se procurer des machines électriques et des packs d'encre. Sans l'amitié de ces deux hommes, le tatouage japonais serait totalement différent. Personnellement, c'est ça que j'appelle un game changer. Ah, et des bisous ?